Si j'avais envie de vous pourrir la soirée, je vais le faire, je crois. Je vais vous citer Malek Bouti. C'est du tout frais. Comme vous, j'achète la presse de temps en temps. Et le tout, c'est d'acheter au bon moment. Je l'achète régulièrement au mauvais moment. C'est tout le temps comme ça. Mais je trouve que Malek Bouti a eu la bonne idée de déclarer la chose suivante concernant les manifestations de policiers dans la période. Manifestations illégales s'il en est, mais ce sont des policiers, donc tout est permis. Malek Bouti nous explique à ceux et celles qui osent dire qu'il y a peut-être un peu la patte du Front National, c'est les propos de son pote Cambadélis, il répond la chose suivante. Dans Marianne, la police, elle a beaucoup changé. Quand vous regardez le visage des policiers, franchement, ils n'ont pas tous eu tête à voter FN. Alors, je sors les guillemets, je ne sais pas où traîne Malek Bouti, je ne sais pas avec qui il sort, je ne sais pas comment il se déguise d'ailleurs quand il sort, je ne sais pas où il traîne ses guêtres, mais très honnêtement, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Je n'en parle tout simplement parce que il fait partie de ces parias qui sont devenus des parvenus, c'est les pires que tous. Ça, c'est pas grave, c'est son parcours personnel. Mais c'est extrêmement grave. On a une enquête du CEVIPOF, après les régionales 2015, c'est récent, il y a quelques mois, qui montre que dans ce pays-là, 7 policiers sur 10 en fonction ont voté Front National. Ce qui ne dit rien sur les 3 autres du point de vue du racisme. Autant sur les 7 sur 10, on est convaincu que l'abécédaire du racisme est bien acquis. Concernant les 3 autres, on a aussi le droit de penser qu'ils ne sont pas très loin. On a en France, de manière structurelle, une police éminemment raciste. Et il y a un déni dans cet État. Il y a un déni parmi les politiques. Et quand je dis les politiques, ça va très très loin, pas simplement à droite, extrême droite passons, mais y compris à gauche, y compris dans la gauche qu'on appelle radicale. J'ai entendu Alexis Corbière, je vous invite à regarder sur RMC, écoutez-le, ce qu'il pense, ce qu'il dit sur les manifestations des policiers aujourd'hui. Mais il y a un degré d'empathie qui est absolument effrayant aujourd'hui. Voilà pourquoi, à mon sens, il est bon de rappeler dans ces petits endroits, ces petits oasis où on peut un peu donner une déconstruction de ce à quoi on en voit régulièrement, de dire la chose suivante, que dans ce pays-là, la police est structurellement, parce que historiquement, raciste et donc islamophobe dans la période. Et le dire franchement, t'as pas fait bouger les lignes plus que ça. Je veux dire, toutes les statistiques le montrent régulièrement. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que sur un ensemble de questions sociétales, lorsqu'on les interroge individuellement, on a le lexique qu'on a aujourd'hui dans l'air du temps, islamophobe et autres. Et les mêmes, d'ailleurs, viennent nous expliquer, parce qu'ils nous expliquent comme quoi ils ont peur, une de motivation. Ils manifestent parce qu'ils ont peur. Alors, on va voir les chiffres. Est-ce qu'ils sont tués dans les quartiers populaires? Les chiffres disent que non. L'essentiel des morts policiers, c'est parce qu'ils font des accidents de la route sur leur trajet en allant au boulot. On le dit ou pas? Il y a une deuxième cause de mortalité. C'est les accidents avec leurs flingues. Mais c'est dans l'entre-soi, on n'y peut rien. C'est y compris d'ailleurs, il y a d'autres causes qui sont de l'ordre du suicide. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait des policiers qui se suicidaient qu'il y a quelques années, une loi est tombée en disant les flics ne ramènent pas leurs flingues chez eux. Parce qu'ils se suicidaient avec leur arme à domicile. Et grâce au gouvernement socialiste, de nouveau, ils peuvent reprendre le flingue, même quand ils ne sont pas en service. Et pour nous rassurer, le gouvernement socialiste nous dit « Rassurez-vous, ce sera donné uniquement aux volontaires. » Mais c'est grave. Et ces policiers manifestent pour une énième raison, qui est, alors ça c'est un vieux serpent de mer qui est dans les tiroirs du Front National mais qui revient régulièrement, la fameuse présomption d'innocence les concernant. C'est-à-dire que concrètement, si je reprends leur terme dans le syndicat de police et eux-mêmes, la fameuse présomption de légitime défense, ils demandent l'instauration d'une présomption leur permettant de ne pas avoir à prouver qu'ils étaient en état de légitime défense. C'est quand même fort. C'est-à-dire que s'ils te tirent dessus, le cas typique, c'est ce qui s'est passé pour Amin Ben Toutsi, où le flic d'ailleurs a été relaxé, il n'y a même pas besoin d'une nouvelle loi. Eh bien, ce qui est demandé, là c'est très simple, c'est que ce flic qui a tué Amin Ben Toutsi alors qu'il se sauvait, qu'il était de dos, et que tout prouve, y compris l'ensemble des témoignages, prouve que évidemment ces policiers n'étaient pas du tout en danger à aucun moment, mais ce vers quoi veulent aller ces policiers, c'est simplement le fait de pouvoir tuer sans rendre de compte
sans rendre de compte à la justice. Ce qui veut dire que les manifs auxquels on assiste actuellement, ce n'est rien d'autre que de mettre un coup de pression supplémentaire pour pouvoir tuer davantage, et tuer davantage où? Et ce n'est pas pour faire dans la hiérarchisation des victimes, mais c'est dans les quartiers populaires, tuer des Arabes, des Noirs, des Roms et des musulmans. C'est un fait indéniable. Ce qui ne veut pas dire que des violences policières, il n'y en a pas eu pendant la loi du travail et qu'il faille les condamner. Mais il y a évidemment, une hiérarchie extrêmement forte entre ceux et celles qui subissent de manière circonstancielle, de manière conjoncturelle, les violences policières, et il faut les condamner, et nous en sommes. Et les violences policières qui sont ancrées de manière systémique, structurelle dans ce pays-là, et qui tuent une partie de la population parce que considérés comme des sous-humains, pas simplement des citoyens, on n'est plus là, comme des sous-humains. Autant dire que ces manifestations auxquelles on a droit actuellement, ce n'est rien d'autre que le prélude à une explosion des crimes policiers dans nos quartiers populaires. Le deuxième point, parce qu'il ne s'agit pas de focaliser sur ces flics et ces manifestations de flics, c'est rappelé ici par ailleurs. Assa Traoré va arriver en cours de route. Adama Traoré, 8e mort en 2016, 8e mort dans les mains de la police en 2016, c'est environ 450 morts sur 50 ans, de jeunes et de moins jeunes, parce que arabes, noirs, roms, et qui ne sont pas armés, qui sont tués par la police dans ce pays-là. Et à chaque fois, on a une justice qui valide, sans aucun problème, les témoignages des policiers contre les témoignages des autres, qui à chaque fois fait traîner des affaires sur 7, 8, 10 ans, qui à chaque fois se traduit par des changements de juge d'instruction, parfois on a 3, 4, 5 juges d'instruction sur une même affaire. À chaque fois, on a des caméras qui deviennent invisibles. Là, je vois qu'il y en a pas mal. Apparemment, on voit tout. Mais je peux vous dire que s'il y a des crimes policiers, les caméras régulièrement qui pourraient parfois témoigner dans le bon sens deviennent tout d'un coup invisibles. À chaque fois, on a des pièces à conviction qui disparaissent. À chaque fois, le t-shirt ou la veste de celui ou de celle qui meurt disparaît parce qu'évidemment, porte les stigmates des violences qui ont été subies. À chaque fois, les policiers demandent à ce que le corps aille vite être enterré au bled, de manière à ce qu'il n'y ait pas justement d'institut médico-légal trop volontaire et qui voudrait faire mener l'enquête. Est-ce que vous pouvez montrer à quel point ces policiers, par leurs exactions, n'ont pas mené une violence proportionnée comme ils l'entendent? À chaque fois, le scénario est le même et la justice disculpe à chaque fois, ce qui nous fait dire que dans ce pays-là, le problème des violences policières, c'est pas de l'ordre de la bavure, ça a été dit et redit, il faut le dire. C'est un problème qui s'inscrit dans une politique racialiste de construction des races par le haut, avec ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, avec des permis de tuer en direction de celles et ceux qui subissent un ensemble d'oppressions, mais d'abord cette forme de discrimination. De la même manière, puisqu'il s'agit de temps en temps de tomber sur la presse, dans le monde d'aujourd'hui, le titre « Pourquoi les enfants d'immigration sont surreprésentés en prison ?» C'est magnifique, il nous explique que c'est pas un délire essentialiste, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont discriminés, tu es rassuré, tu ne savais pas, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends que toi, tu avais deux options, soit tu penses comme Zemmour, c'est-à-dire que c'est dans les gènes, hein, il y a un problème culturaliste ou génétique, soit tu dis peut-être qu'il y a des raisons sociétales dans cette affaire-là, comme il y en a aux États-Unis. Alors c'est pas mal de dire le parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis, les morts, il y a une empathie extraordinaire de nos dirigeants, y compris Taubira compris. Aux États-Unis, quand on explique que 38% des Afro-Américains vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, il y a toujours une empathie. On comprend bien les conditions sociales, les discriminations. Quand on a la même chose en France, on le crie depuis la nuit des temps. Il y a une personne sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté en France, bien sûr. Cet article-là le reprend. Il y a des discriminations racistes en France qui montrent, y compris d'après une enquête de l'Institut Montaigne, que lorsqu'on est musulman en France, on est plus discriminés face au travail que les Noirs aux États-Unis. Eh bien, dans ces situations-là, évidemment, l'empathie des mêmes politiques en France n'existe plus. Parce qu'on parle de nos Arabes, de nos Noirs, de nos anciens colonisés, de nos subalternes, de celles et ceux à qui on dénie tout droit. Voilà pourquoi, à mon sens, il serait bon de rappeler que ce qui se passe aux États-Unis, même si les ressorts sont différents parce que l'histoire est différente, le résultat est le même,
et que nous avons tout intérêt, évidemment, à lier nos combats à leurs combats, leurs combats à nos combats, et c'est pas pour rien que Black Lives Matter est venu en France, qu'on a ici des militants de l'antiracisme et des militants contre les violences policières, dont Ahmad Ben-Toutsi, vont aller aux États-Unis pour le rencontrer, pour travailler conjointement sur l'ensemble de ces violences policières. Mais pour aller jusqu'au bout, je finirai quasiment là-dessus. Tout ça ne peut fonctionner si le corpus idéologique est de mise. C'est-à-dire si on est capable de nous faire admettre, de nous faire comprendre qu'il y a dans ce pays-là, en effet, des citoyens, des sous-citoyens qui dysfonctionnent totalement. Ça a été dit dans le cadre de l'islamophobie. Et pour ça, régulièrement, d'ailleurs, on fait appel à des spécialistes. On les voit sur BFM TV. Pas des intellectuels, des pseudo-spécialistes du chemin. J'ai vu une fois sur BFM, au moment de l'affaire du Burkini, spécialiste de la burqa. C'est une burqologue. C'est-à-dire qu'ils sont capables, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est, je pense que personne ne sait qui c'est, cette nana-là. Mais elle avait le statut de spécialiste de la burqa. Donc très honnêtement, il y a cette dimension idéologique à faire passer absolument par tous les bouts, de manière à construire justement celles et ceux qui nécessairement doivent subir ce traitement différentiel. Alors, il y a des vrais intellectuels, hein. Elisabeth Badinter, il ne faut pas déconner, c'est une intellectuelle. Mais je le pense par ailleurs, c'est une intellectuelle. Qui part en vrille, mais c'est une intellectuelle. La même qui part en croisade contre le foulard, le burkini et tout ce qu'on veut, la même, on lui propose, c'est qui? C'est Riyad, pétromonarchie, l'Arabie Saoudite, de faire la promotion de Riyad en France. À Elisabeth Badinter, elle n'a pas peur de ce genre de contradictions internes, tout ça, elle assume pleinement. Ce que je veux dire par là, c'est que on a dans ce pays-là, quand même, je le dis, une fascisation extrême. Ça a été dit par d'autres. Le problème, c'est pas simplement qu'il y ait des arrêtés anti-Burkini, c'est qu'il y a des gens sur les plages qui applaudissent. Le problème dans ce pays-là, c'est pas qu'on vide Calais et qu'on fasse la chasse aux réfugiés, c'est qu'il y a des militants du Front National à Lourdes qui appellent la police pour donner les noms et les adresses des réfugiés à Lourdes. Le problème dans ce pays-là, c'est qu'on a une fascisation qui est de plus en plus conséquente et qui imprègne la société dans sa grande majorité. Ce qui nous fait dire évidemment que dans un arrêt qui a été cité tout à l'heure, que dans cette banalité du mal qui se construit, elle interroge. Elle interroge y compris les militants et les militantes que nous sommes. On est nombreux à se demander encore, comment les années 30 ont pu se produire? Comment l'antisémitisme a pu imprégner de manière systémique toutes ces sociétés, à les rendre fascistes et racistes et antisémites? Eh bien, je crois pouvoir dire, mais sans déconner, sans aucune provocation, aucune, que des Manuel Valls et consorts auront été sans aucun problème antisémites dans les années 30. Et qu'aujourd'hui, ils sont islamophobes pour des raisons quasi similaires. Pas simplement pour répondre à la crise du capitalisme et dévoyer une partie de la population vers autre chose. Ça, c'est un des éléments, c'est indéniable. Quand on parle du Burkini, on arrête de parler de la loi de travail. Mais il y a d'autres ressorts, évidemment. C'est qu'il y a une construction idéologique, une construction sociale de certaines identités. C'était vrai, c'est encore vrai pour le juif. Eh bien, ça l'est tout autant pour ceux qui viennent des colonies. Et on a aujourd'hui, là, vous vivez en direct cette fascisation. Vous vivez ce que ça peut être la banalité du mal. Et ça nécessite du même coup d'être à la hauteur des convergences qui s'imposent à nous. Je finirai là-dessus. On doit converger pour ces raisons-là. Parce que nous sommes en période de fascisation. Parce que les pogroms sont à l'ordre du jour et pas simplement en Corse, mais partout. Parce qu'il existe des chasseurs qui sont capables de prendre la parole à des congrès de grands partis de plusieurs centaines de milliers de personnes et qui disent « Nous les chasseurs, on représente 3 millions de personnes, alors les musulmans, on en fera notre affaire sans que ça fasse bouger le petit doigt de qui que ce soit. » On est dans une période où du coup les convergences s'imposent, mais les convergences à hauteur de regard. Les convergences dans une horizontalité. Les convergences où on dit à Goodyear, Ahmad Ben-Toutsi a eu raison d'y aller pour parler des violences policières et de toutes les violences policières. Elle a eu raison. On y va parce qu'ils ont quitté l'enseignement. Avant la Traoré et beaucoup d'autres. Mais on le dit à nos camarades de Goodyear qui nous ont permis de nous inviter et qui ont permis
et qui ont compris la nécessité de ces convergences. On dira à ses camarades de Goodyear qu'ils seront d'accord avec nous, nous l'espérons, et nous sommes sûrs que c'est le cas, que c'est dégueulasse, quand on a un certain homme politique, notamment Mélenchon, qui à Amiens en 2012 a décidé de traiter de crétins, de lapins du capitalisme, des jeunes et des moins jeunes, qui se sont emplâtrés la police et réciproquement, parce que des policiers sont venus faire des contrôles d'identité zélés avec des gazages de familles, alors que ces familles étaient en train de célébrer, de commémorer un deuil à Amiens justement. Là-dessus, les propos de Mélenchon sont évidemment dégueulasses, parce qu'à notre sens, on ne peut pas faire de la demi-mesure, être solidaire des travailleurs dans l'entreprise ou lorsqu'ils saccagent une sous-préfecture, et se désolidariser des jeunes et des moins jeunes qui décident de mettre le feu à leur quartier au sens propre et symbolique. Parce que nous, on cite nos classes, on cite nos classes et cultivées. Dans cette situation-là, il faut arrêter de tortiller du tout. Quand ça bouge dans les quartiers populaires, lorsqu'il y a des violences policières, c'est la solidarité des étudiants et des étudiantes. Les syndicats étudiants doivent se solidariser de ces mouvements-là, comme ils se solidarisent de celles et ceux qui sont victimes pendant la loi travail. C'est uniquement à cette condition-là que la convergence peut avoir lieu. Et c'est à nous qui alors en fait, moi je pensais vous proposer de réfléchir aux raisons pour lesquelles le programme qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire celui qui consiste à dire que les musulmans sont ici et ont bien l'intention de rester, est un programme qui peut par bien des aspects sembler être complètement fantaisiste, ou en tout cas irrecevable pour de larges segments de la société française contemporaine. Alors, le premier aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire de l'islam en France est d'abord et avant tout une histoire coloniale. L'islam a eu de grandes vertus dans le projet colonial, notamment, alors soit parce que les musulmans pouvaient être manipulés, soit parce que, au terme de leur conversion, ils pouvaient, en quelque sorte, grossir les rangs des indigènes qui se soumettaient à l'ordre colonial, qui en tout cas ne leur mettaient pas fondamentalement en cause dans un premier temps. Le problème face auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la persistance de cet islam colonial a complètement envahi l'ensemble des imaginaires partagés contemporains. La France continue à penser à l'islam comme étant une sorte de supplément d'âme ou alors de courroie de transmission ou de variable d'ajustement pour organiser, régenter, domestiquer et réguler la population française. Donc dès lors que cette réalité-là est contredite, ou en tout cas cette idéologie-là est contredite par toute une série de pratiques de musulmans et de musulmanes qui ne se reconnaissent pas en fait dans cette injonction coloniale qui consiste à considérer que le bon musulman c'est le musulman laïque, la bonne musulmane c'est la musulmane sans voile, voire même, ça a été une déclaration qui a été rapportée dans un livre récent de notre actuel président de la République. En fait, l'horizon de la femme voilée, c'est de devenir la Marianne de demain. Donc, à terme, toute femme qui aujourd'hui est voilée a vocation à se dévoiler et à donc rejoindre les rangs de la République universaliste, aveugle aux couleurs, dont on oublie de dire que du coup, précisément parce qu'elle est aveugle aux couleurs, elle est raciste. Donc ce premier aspect-là, il ne va pas disparaître simplement parce que, par enchantement, on va déclarer, y compris avec la force et la performativité de propos très convaincus, que les musulmans sont les égaux des autres citoyens. Tant qu'il y aura une persistance de cette représentation coloniale de l'islam, il n'y aura pas d'égalité possible entre les musulmans et les autres membres de la société française. Donc c'est ce premier aspect-là qu'il faut parvenir à déterrer, en quelque sorte exhumer, non pas d'un passé lointain, mais de notre présent colonial. Dans le présent colonial français, l'islam continue à être une religion qui doit être soumise et qui doit être régentée, contrôlée, surveillée, et qui doit conduire à des formes de domestication
qui vont de ne pas porter le voile à réduire la longueur de sa barbe, même si c'est très tendance d'avoir une barbe. Hein. Surtout, il peut y avoir des hipsters parmi les musulmans, je ne vois pas où est le problème. Mais visiblement, il y a une contradiction dans les termes. Hein. On est soit hipster, soit musulman. On ne peut pas être les deux en même temps. Tu fais partie de ça. Donc cette question de la pleine souveraineté d'une réalité des musulmans en France est une question qui est devant nous et qui est loin d'être résolue. Et elle ne peut pas être résolue tant qu'il y aura la persistance d'une représentation d'un islam qui doit être colonisé d'une certaine manière. C'est d'autant plus fort d'avoir ça en tête qu'actuellement, l'argument, hein, selon une logique de la projection sur l'ennemi, consiste à dire que c'est précisément les musulmans qui veulent coloniser la France. Hein. Ce serait leur objectif ultime, que ce soit par des accoutrements, des pratiques, des valeurs, des logiques sécessionnistes, communautaristes, voire terroristes. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, il est donc aisé, hein, relativement ordinaire, d'accuser les musulmans de tous les maux, alors même que dans l'imaginaire partagé, hein, celui qui reste un impensé, les musulmans doivent continuer à être colonisés, hein, ils continuent à être un objet de colonisation. Donc ça, c'est un premier aspect qui, tant qu'il ne sera pas levé, ne permettra pas de résoudre la réalité de la présence de l'islam en France, des musulmans et des musulmanes, et autorisera à construire cette présence comme un problème et à ne pas voir en quoi est-ce que les musulmans pourraient faire partie de la solution aux tensions identitaires, aux tensions ethniques et ethnico-raciales que nous connaissons aujourd'hui en France. Donc ça, ce premier aspect, il va finalement, il n'y a pas tellement d'autres solutions à un moment donné que d'interpeller un État raciste sur l'usage qu'il fait de l'islam et des musulmans. Autrement dit, ça n'est pas simplement parce que au niveau de l'ensemble de la société, il y aura comme une acceptation, une sorte de rencontre enfin apaisée entre musulmans, musulmanes et le reste des Français, en rappelant qu'eux-mêmes le sont d'ailleurs, que les choses se résoudront, puisqu'il y a des logiques structurelles, il y a des logiques institutionnelles, il y a une posture de l'État qui consiste à, effectivement, maintenir les musulmans dans une forme non seulement de subalternité, mais de statut extrêmement utile d'ennemi intérieur. Donc cette première question ne peut pas être résolue simplement par des déclarations, elle doit faire l'objet d'une interpellation au plus haut niveau de l'État. Ce ne sont pas des personnes de bonne volonté qui vont régler ça individuellement ou même collectivement, c'est dans le cadre d'une coalition qui à un moment donné renvoie l'État français à ses logiques islamophobes et à sa stratégie de soumission et d'arraisonnement des musulmans qui font partie de la société française et qui sont donc membres de plein droit de la société française, que cette question-là doit être posée. On en est très loin actuellement, et on en est d'autant plus loin que, effectivement, il y a comme une sorte d'acceptation du discours critique qui est distillé, des exemples viennent d'être donnés, il y a eu aussi ces deux descriptions extrêmement fines et extrêmement sensibles et importantes de la situation ordinaire de l'islamophobie dans le contexte universitaire et des institutions de l'État. Ça nous donne à comprendre à quel point est-ce que ces logiques-là sont complètement métabolisées aujourd'hui dans la société française et dans les institutions de l'État français. Donc cette logique est d'autant plus difficile à contrecarrer que l'expression de l'islamophobie participe de ce qu'on peut appeler, de ce que je propose d'appeler un racisme vertueux. C'est-à-dire un racisme qui se légitime à raison du fait que exprimer une forme d'islamophobie, quelle qu'elle soit, c'est d'une certaine manière manifester son patriotisme et sa loyauté à l'égard des institutions de la République. Donc nous sommes très loin d'une résolution tant que ces attitudes-là continueront à s'exprimer sans aucune limite, sans aucune difficulté dans la mesure où précisément elles sont considérées comme étant l'expression de la quintessence de ce que c'est qu'être français. Être français, aujourd'hui, c'est laisser libre cours à son islamophobie. Et donc, tant que cette équation sera aussi puissamment, non seulement considérée comme légitime, mais aussi vécue dans les expériences les plus ordinaires,
nous ne pourrons pas aller à l'encontre de quelque chose qui est considéré comme une vertu supérieure. Il ne s'agit pas simplement de dérapage, on n'en est plus à parler de dérapage de quelques tristes cires marginaux ou mal élevés. Non, il s'agit véritablement d'une tendance lourde, d'une sorte de montée en ferveur qui fait que l'islamophobie peut s'exprimer sans aucune limite et sans aucune réticence. Alors là où ça me semble aussi être un facteur extrêmement puissant et très difficile à contester et à contrecarrer, et contre lequel les formes de résistance restent à inventer, c'est que l'islamophobie permet d'être le vecteur de toute une autre série d'expressions de haine et de racisme. En quelque sorte, il permet de cristalliser à la fois l'homophobie, ça a été très bien rappelé dans le témoignage et la description de Hamid. C'est une expression du sexisme. Effectivement, c'est la meilleure manière aujourd'hui de continuer à humilier et en quelque sorte à exercer une forme de paternalisme à l'égard de certaines femmes que d'être islamophobe. C'est aussi une expression qui ne dit pas son nom de l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme ne peut plus s'exprimer. Il y a comme un espace bien vaste qui s'ouvre d'expression grâce à l'islamophobie. Donc si une altérité telle qu'elle a pu être construite dans l'Europe chrétienne, qui était emblématique du christianisme et qui était celle du juif et du judaïsme, ne peut plus s'exprimer pour des raisons de répression morale et d'une certaine manière d'une chape de plomb qui est tombée sur l'antisémitisme historique en Europe en raison de ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Et bien tout ça ouvre l'espace d'une islamophobie qui, elle, peut s'exprimer sans aucune limite et de façon complètement débridée. Donc pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus se référer à des formes de haine historique qui ont été extrêmement présentes et très actives, il est possible d'activer une autre forme de haine qui est l'islamophobie. Donc pour ces raisons aussi, aujourd'hui, parvenir à lutter contre l'islamophobie, c'est bien, j'ai droit à 2 feuilles aujourd'hui. Mais je connais bien ces rituels du passage de feuilles pour aller vers la conclusion. Donc en 2 minutes, je vais m'acheminer vers la conclusion. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face, en raison de toutes ces dimensions, à la fois le caractère vertueux d'un racisme qui n'a aucune raison de se limiter dans ses expressions, en raison aussi des mécanismes par lesquels ce racisme s'exprime. Il n'est pas inutile de rappeler que pour que des musulmans puissent être en but de l'islamophobie, il faut les construire comme musulmans. Vous savez que tous ceux et celles qui sont musulmans n'ont pas forcément l'apparence, n'en revendiquent pas forcément ce type d'attachement. Alors donc il faut pouvoir les raciser pour ensuite pouvoir les cibler. Et il faut, de façon symétrique, les cibler pour pouvoir les raciser. Donc cette double logique consiste à cibler pour ensuite faire de certaines de ces populations l'objectif et l'objet de l'islamophobie et du racisme. C'est une logique qui aujourd'hui fait qu'on dépasse très largement les seuls musulmans et qu'effectivement nous avons tous eu à expliquer, notamment dans les mobilisations étudiantes et les mobilisations au sein des universités, que la violence à laquelle étaient en but les manifestants contre la loi travail était une violence qui nous rappelait étrangement ce que nous avions vu dans les manifestations pro-palestiniennes, ce que vivaient de façon ordinaire les mêmes étudiants qui venaient dans ces facs et qui habitaient dans des quartiers qui sont ségrégés et racialisés, et que finalement c'était le moment de dire à toutes ces personnes bienvenue au club. Vous êtes enfin en train de rejoindre ce club très sélect et très fermé de la jeunesse racisée des quartiers qui, depuis des décennies, de génération en génération, puisque c'est une expérience transgénérationnelle aujourd'hui, ont vécu sous l'humiliation des habitants, de la police, des institutions, ont considéré que leur ordinaire, finalement, c'était d'être racisés et d'en subir les conséquences, pas seulement en termes de dégradation de leur personne, mais aussi de discrimination au sein des institutions et de l'ensemble de la société. Donc si l'on veut parvenir à dépasser, y compris cette séquence
où l'on sent, où il y a le sentiment que quelque chose est en train de se faire en termes de convergence et de coalition, et que, aux côtés de celles et ceux qui, effectivement, comme le disait très bien Sian, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont réprimées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. Si aujourd'hui, il peut y avoir une convergence entre celles et ceux qui subissent le racisme, l'islamophobie, la homophobie, la négrophobie, et pourquoi pas le racisme anti-arabe qui est là depuis déjà un certain nombre de décennies, s'il peut y avoir une convergence entre ces personnes et celles et ceux qui sont réprimés en raison de leurs convictions et des mobilisations dans lesquelles ils s'engagent, ça ne peut se faire qu'à condition de rappeler qu'il y a une immense majorité silencieuse qui dépasse largement les contingents aujourd'hui qui se mobilisent dans le cadre de luttes sociales, écologiques, politiques de tous ordres, et que c'est à partir de cette expérience-là qu'il est possible de penser des formes de mobilisation qui aujourd'hui pourraient enfin servir les intérêts et les revendications, les formes de résistance du plus grand nombre. Or, nous en sommes loin aujourd'hui dans l'ensemble de la société, même si cette réunion, comme d'autres, montre que la convergence est en train de se faire. Je pense qu'il est important aujourd'hui de ne jamais oublier qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à comprendre de ce qui s'est joué dans l'invisibilité et dans le silence pendant des décennies parmi les populations qui ont été humiliées, racisées, spoliées de leurs droits, spoliées de leur existence, de leur droit à exister, puisque y compris les meurtres racistes et policiers ont été une démonstration imparable du fait que ce n'étaient pas des humains comme les autres et qu'ils n'avaient pas vocation à exister comme les autres. Donc aujourd'hui, la question centrale à laquelle nous sommes confrontés, c'est à la fois à des formes de lutte décoloniales, c'est-à-dire des luttes qui partent de la périphérie, qui partent de ces périphéries qui sont aujourd'hui des colonies intérieures, et d'autre part, des luttes qui soient, à proprement parler, des luttes contre la suprématie blanche, c'est-à-dire contre un régime qui s'ignore lui-même dans les oppressions qu'il exerce, qui ne cesse de chercher des justifications et qui continuera à s'en chercher aussi longtemps qu'il ne sera pas dénoncé comme étant principalement un régime d'oppression pour l'ensemble de la population et particulièrement pour celle qui racise impunément. Bonsoir à tous et toutes. Voilà, c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, de s'exprimer comme ça devant tout le monde. Il nous est arrivé un drame dans notre famille. Je crois que c'est le pire qui puisse arriver. Et aujourd'hui, je suis content d'être ici, puisqu'en face de moi, j'ai mon frère, j'ai Adama. Il a votre âge, 24 ans, et ça peut être le frère, le fils de tout le monde, de tout le monde aujourd'hui. Donc là, vraiment, nous, on se mobilise un peu partout, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. C'est pas le premier. J'espère que ce sera le dernier. Mais en tout cas, on a besoin de tout le monde. On est là parce que il faut que ça s'arrête. On a trop laissé, ça fait trop longtemps qu'on laisse faire. Et on en arrive à des drames, comme on a été touché dans notre famille. Donc voilà, il a votre âge, il n'est plus là. Donc on va continuer, nous, à le faire vivre. Et j'espère que vous êtes tous conscients du drame qu'on a eu et il faut que ça s'arrête. Comme je vous ai dit, on a vraiment trop laissé. Moi, je vois leur façon d'interagir, on voit leur méthode. Là, je parle de l'État. Aujourd'hui, on est dedans. Je m'aperçois que j'ai été naïf toutes ces années. Et il faut qu'on se soulève tous et que ça s'arrête, que ce soit pour les jeunes, les Noirs, les Arabes, mais pour les jeunes, moi, voilà, stop la violence policière ou la violence tout court. Voilà, on n'a pas le droit de perdre quelqu'un comme ça. Et on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Il faut qu'on connaisse un peu plus nos droits. Il faut qu'on puisse se défendre. Il faut que voilà, je suis content d'être avec vous au moins. Et j'espère que vous serez avec nous aussi, puisqu'on va avoir besoin de tout le monde. Tout seul, on n'est rien. Tout seul, on n'est rien. Je vous entends beaucoup parler de convergence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne s'y met pas tous, parce qu'on est tous victimes, tous victimes des violences policières.
Donc il faut qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu à se rassembler. Et c'est notre pays. On est français, c'est notre pays, c'est à nous de bouger, c'est à nous de... Voilà, les politiques, c'est bien beau, mais c'est notre pays, on est français, on est né ici, et comme l'a dit tout à l'heure, on va pas bouger, quoi. On est né ici, il y en a qui sont jamais partis dans leur pays, dans le pays de leurs parents, qui ne parlent même pas la langue, on parle d'échéance de nationalité, mais où on va, quoi. Donc aujourd'hui, il va falloir que tout le monde prenne conscience de ça, parce qu'on est tous ensemble dans ce pays. On y est tous et on y restera tous. Donc à nous de faire bouger les choses et de changer, que ça change, quoi. Je ne souhaite à personne de vivre ce que notre famille vit aujourd'hui, c'est pas que mon frère qui est mort, c'est toute notre famille hein, qui subit aujourd'hui, qui ne comprend pas aujourd'hui ce qui nous est arrivé. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour à vous tous, bonjour de nous recevoir ce soir. On tient à remercier, en tout cas, comme on le fait d'habitude, toutes les personnes qui nous soutiennent, dont vous aujourd'hui, la fac de Jussieu qui se rajoute à cette liste, et toutes les personnes, en tout cas, qui sont là depuis le début. L'affaire Adama, c'est une cause qui a été locale, une cause nationale, une cause internationale, et aujourd'hui une cause à la fac de Jussieu. Donc je tiens à vous remercier. Donc aujourd'hui, comme mon frère l'a expliqué, on ne va pas revenir sur les faits de ce qui s'est passé le 19 juillet, la mort d'Adama Traoré, notre frère, dans les locaux de la gendarmerie. Donc on va le redire encore une fois, mon frère est mort dans un lieu symbolique, dans un lieu de l'État, d'un lieu qui appartient à l'État. Si aujourd'hui on est là pour en parler, c'est que l'État cautionne tout ça. L'État reste muet devant tout ça. Aujourd'hui on va faire front devant tout ça. En commençant par le meeting qu'on a fait à Tolbiac, ensuite sur République, avec Baudouin, à Amiens, et aujourd'hui avec vous, on doit continuer à faire front face à tout ça et face à cet état-là. Donc ça, on ne peut pas le faire seul. Ce front, on le fera par la case révolution. Je le redis, on ne pourra rien faire sans cette révolution. Et des personnes avant nous, si aujourd'hui on est là pour en parler, pour en discuter, c'est qu'il y a des personnes qui étaient là avant nous, qui ont défendu certaines causes, pour qu'on puisse aujourd'hui parler de cette cause-là et de la défendre. Et c'est à nous de se lever, défendre ces causes-là qui sont là devant nous, qui nous pourrissent la vie et qui en arrivent au crime. Parce que ces policiers, quand ils vont dans les quartiers, c'est pas juste pour interpeller les jeunes. Malheureusement, c'est pour en arriver à des crimes et pour les tuer. Et ça, on ne peut pas cautionner tout ça et regarder tout ça. Vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous n'aimeriez pas être dans un pays, aujourd'hui, être spectateur de ça. Parce qu'il faut le dire, malheureusement, tout le monde n'est pas dans les quartiers. Tout le monde ne vit pas ou ne voit pas ce que subissent ces personnes-là. Cette pression, cette violence, ces bavures, ces crimes. Mais il ne faut pas être spectateur de tout ça. Vous n'avez pas le droit d'être spectateur de tout ça. Il faut agir. Je pense que vivre dans un pays où on sait que les policiers de son pays peuvent tuer, violenter, humilier des personnes, on ne doit pas rester muet, nous aussi. On ne doit pas faire comme l'État. Parce que l'État reste muet devant tout ça, cautionne tout ça. Non, nous, on ne doit pas le faire. Aujourd'hui, notre frère, il est mort. Aujourd'hui, on est là pour en parler. On est chez vous aujourd'hui, on espère qu'on sera dans d'autres meetings, on sera dans la rue avec vous. Aujourd'hui, on prépare aussi un événement pour la rentrée, on n'a pas encore la date officielle, on attend d'avoir l'autorisation de la préfecture, mais ce rassemblement qu'on va faire, c'est un rassemblement qu'on va faire avec vous tous. C'est un rassemblement qui va demander la mise en examen, pour mettre la pression sur la justice, pour la mise en examen de ces gendarmes-là. Donc c'est ces 3 gendarmes, je pense que si on arrive à avoir la mise en examen de ces 3 gendarmes-là, ça sera quelque chose de symbolique, comme le nom d'Adama aujourd'hui est un symbole. Ça veut dire que si on y arrive, peut-être les gendarmes ou les policiers, ces forces de l'ordre-là, l'État va se dire la France se lève. Parce que la France, elle est là aujourd'hui pour diviser, pour mieux régner. La France est divisée en 2. Et c'est ce qui arrange l'État. Donc aujourd'hui, on est en train d'en parler, effectivement, on n'est pas dans les quartiers. Nous, on a plein de projets à travers l'association d'Adama, on est en train de créer l'association d'Adama. On a reçu le récépissé. On attend que ça soit sorti dans le journal officiel. Une fois que ça sera sorti dans le journal officiel, des meetings, on en fera, mais on n'en fera pas qu'avec vous. On en fera avec d'autres personnes qui seront là, avec nous, on sera mélangés, qui seront aussi à la tribune. On vous en parlera après. Donc en tout cas, on vous attend tous, mais vraiment tous, pour ce rassemblement qu'on est en train de préparer
On veut que c'est un rassemblement qui soit fort et symbolique, qui soit à la hauteur en tout cas du nom d'Adama, jusqu'à aujourd'hui, que vous défendez, en tout cas que vous nous soutenez, parce qu'on voit tous vos messages de soutien, en tout cas vous nous recevez aujourd'hui, c'est un grand soutien pour nous. Donc on vous attend, on mettra toutes les informations en tout cas sur Facebook, La Vérité pour Adama, et on espère que vous serez tous présents et que vous ne serez pas en tout cas spectateurs et spectatrices de tous ces crimes que la France est en train de faire subir à tout le monde, mais d'agir en tout cas, et pour arrêter ça. La révolution, on l'a pas seule, on l'aura tous ensemble. Paris ne va pas sans la banlieue ne va pas sans Paris, sans Paris, je me répète. Merci. Je voulais juste rajouter, si aujourd'hui nous on a la, c'est pas une chance, mais si on en est là aujourd'hui dans l'évolution de notre affaire, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde, et c'est pour ça qu'on, comme a dit ma soeur, on a besoin de vous. Et j'espère que vous serez avec nous pour aller au bout, parce que vraiment, on connaît d'autres histoires comme celle d'Adama, mais très peu d'histoires, c'est comme la nôtre, et c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde. Et j'espère qu'Adama restera gravé dans les têtes de tout le monde. Ça, il faut que mon frère reste un symbole. J'espère qu'un jour on pourra dire « Et confiance, regarde Adama. Et confiance, regarde Adama. » On a été au bout, et j'espère que grâce à vous, ça va changer au moins une fois, parce que mon frère est mort pour rien. Mon frère est mort gratuitement. Il est pur. Et je vous assure, pour le vivre. Donc merci encore une fois, c'est pas facile pour nous de nous exprimer comme ça, mais on va le faire quand même, tout le temps, partout. Parce qu'il faut que les gens l'entendent, il faut que les gens prennent conscience. Moi j'en avais pas pris conscience vraiment, mais maintenant qu'on est touché directement, il faut que vous soyez tous la famille Traoré. Il faut qu'Adama soit tout votre frère. C'est notre frère, bien sûr, mais Adama est un symbole, mais c'est Adama pour toutes les objectifs aussi qu'il y a eu avant Adama. Et si on est là aussi pour se battre, c'est pour défendre en tout cas les droits aussi de ces victimes, de ces familles en tout cas qui n'ont pas encore eu justice, et pour qu'il y ait justice aussi pour les autres. Je voulais prendre la parole à la fois pour remercier l'organisation du meeting. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit par Omar Scouti à la fin, et notamment dans l'interpellation que tu faisais par rapport au monde de l'université, aux étudiants, aux enseignants. Je voudrais développer un petit peu ça. Mais avant, commencer par dire qu'il me semble que le meeting qu'on a ce soir, qui poursuit d'autres meetings, soit qui ont eu lieu à Paris 1, soit d'autres qui ont été interdits à Évry et à nouveau à Paris 1, il va y avoir une conférence avec le CCIF lundi qui a été interdite. Ce meeting-là ce soir, il poursuit les choses, mais il permet d'en rediscuter dans un contexte qui est en train de changer vite et qui n'a absolument rien d'anodin. Ça me semble important qu'on note ça, c'est-à-dire que des policiers de la police nationale qui manifestent de nuit avec leurs armes, en revendiquant l'impunité haut et fort, qui le font masquer, qui le font en cherchant à imposer un trajet, en faisant une démonstration de force, etc., etc. Tout ça, même si on est dans l'ordre du symbole, on est dans quelque chose qui n'a eu lieu à l'échelle comparable que le 13 mai 58, en amont de l'espèce de putsch qui a donné lieu à la chute de la 4ème République et à la prise en main du régime par la droite et appuyé par des secteurs de l'extrême droite antiparlementaire. On est face à quelque chose qui n'a rien d'anodin. Et les interdictions de meetings, de conférences, que ce soit pour parler des violences policières, de l'islamophobie, dans notre monde qu'est le monde universitaire, ces interdictions sont en cohérence directe avec ce contexte-là. Et c'est un reflet de la pression que des secteurs de la police qui sont en train de passer à l'action directe, de montrer qu'ils sont capables de s'insubordonner sur la droite. Nous ne faisons aucune illusion, c'est pour leur propre impunité, c'est effectivement pour préparer de nouvelles violences et de nouveaux meurtres dans les quartiers. Cette insubordination-là, elle est en train de mettre une pression énorme
sur un régime qui par ailleurs est responsable parce qu'il a lâché la bride, parce que c'est l'état d'urgence permanent, parce qu'ils ont envoyé la répression directement contre les manifestations et parce qu'ils cautionnent. Rappelons-nous du rôle du procureur, la famille d'Adama Traoré tout à l'heure va en parler, mais rappelons-nous du rôle du procureur sous ce gouvernement-là pour maquiller les faits après l'assassinat d'Adama Traoré. Tout ça pour dire qu'on est dans une course de vitesse. Ils ont annoncé l'expulsion de ce qu'ils appellent la jungle à Calais à 8h du matin ce lundi. Ils viennent de sortir une date et ils expliquent qu'ils seraient capables de mobiliser 3000 policiers et gendarmes pour évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant mars. On est dans une situation qui est en train d'avancer très vite et qui demande effectivement une réaction, une riposte de notre part. C'est là-dessus que je voulais venir, en saisissant la balle au bon de ce qui avait été dit par Omar Slaouti à la fin sur les syndicats étudiants et en l'étendant. C'est évident que le monde de l'université, dans un contexte comme celui dans lequel on est, a une responsabilité importante. L'université, c'est pas qu'un endroit où on apprend à se former pour aller se faire exploiter décilement après. C'est aussi un endroit où l'idéologie dominante est en permanence relayée. C'est pour ça que parler des violences policières, parler des racismes à l'université aujourd'hui, c'est en train de devenir tout simplement interdit. Comme auparavant, il était interdit de parler et de se solidariser avec la cause du peuple palestinien. On a eu des dizaines d'interdictions de meetings dans les années précédentes. Désormais, ils veulent étendre cette interdiction. Et pourtant, l'université, c'est pas que les présidences d'université. C'est pas que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'université, c'est aussi 2,5 millions d'étudiants, c'est aussi des dizaines de milliers d'enseignants-chercheurs et des dizaines de milliers d'agents, de salariés de ces universités. Et on est une force, et on peut, puisque les policiers osent être en dissidence et montrer qu'ils ont eux tous les droits, je pense que nous aussi on doit réfléchir à quelle dissidence on commence à développer pour monter un front qui résiste à ça, un front en défense des libertés démocratiques, un front contre l'état d'urgence, un front contre les violences policières structurelles, racistes dans les quartiers populaires, qui permettent de dessiner une alliance un petit peu large. C'était le sens de ce meeting, à mon avis, de l'expression Faisons front, qui était reprise du meeting de Paris 1, qui avait permis qu'on se rencontre entre la famille d'Adama Traoré, Amal Bentoussi, bon, qu'on se rencontre, c'était pas la première fois, mais qu'on commence à impulser une dynamique commune, y compris avec des secteurs du monde syndical. Ce qui était intéressant, c'est-à-dire la CGT Infocom et Michael Ouamin, qui ensuite nous a invités à parler à nouveau à Amiens, dans le rassemblement qu'ils faisaient en soutien contre leur peine de prison ferme pour fait de grève, quoi. Cette alliance-là, je pense qu'à l'université, l'université devrait réussir à prendre une place importante là-dedans. On a énormément de choses qu'on peut faire pour visibiliser, pour donner la parole à des secteurs auxquels la parole est refusée, pour s'exprimer. Alors s'il y avait, ne serait-ce qu'une tribune extrêmement large qui dénonce les manifestations, leur caractère putschiste, leur défense de l'impunité, ces manifestations de policiers qui partent et qui se répandent et qui donnent une voix forte à un secteur qui résiste à ça, ça serait quelque chose qui aurait du poids. C'est une proposition que je fais pour terminer mon intervention en disant les étudiants, le mouvement étudiant, mais aussi l'ensemble des agents de l'université, y compris les enseignants-chercheurs, qui devraient se mouiller beaucoup plus dans la résistance démocratique qu'il y a à développer. Parole sur les répressions policières, antisyndicales et autres, c'est que la première des choses pour moi, et je rejoins, je crois que c'était Omar qui en parlait en fait sous une forme, c'est qu'on ferme tous notre gueule un peu. Et moi c'est ce que j'ai reproché, ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai voulu dire à Paris 1, c'est qu'il y a certes une islamophobie, il y a certes un racisme, mais il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des islamophobes, il y aura toujours des homophobes, ça jusqu'à la fin des temps pour moi. La chose qui doit changer, qui a changé pour moi depuis ces derniers temps, c'est que les gens ne parlent pas autour. J'ai parlé du cas de Tremblay où on voit les personnes qui sont en train de manger leur steak frites tranquillement pendant que le restaurateur il est en train d'insulter des personnes, leur dire qu'il ne va pas les servir parce qu'elles ont un voile, et puis les gens ils sont en train de tremper les frites dans la mayonnaise comme si ce qui se passait à côté d'eux c'était tout à fait normal. On l'a tous vu cette scène-là du burkini entre guillemets, parce que c'était même pas un burkini, la dame elle avait une tunique sur la plage où elle est obligée de se dévêtir et tout le monde est assis en train de bronzer comme ce qui se passe est normal. Il y a quelque chose qui... On a fait prendre l'habitude à tout le monde que parler d'islam, être islamophobe, c'est normal. Moi, je regarde à chaque fois la télé, il y a toujours 10 chrétiens ou 10 athées qui sont autour d'une table et le sujet pendant 1h30, c'est l'islam. C'est comme si vous, je sais pas, peut-être il y en a qui aiment le rock, qui aiment la house, le rap, vous regardiez une émission de musique et autour de la table, il y a 10 rockers qui sont en train de parler du rap. Mais vous allez changer de chaîne tout de suite, vous allez vous dire mais de quoi ils parlent? Il n'y a même pas un rappeur autour de la table et ils sont en train de parler de rap alors qu'ils connaissent rien. Et bien en tant que musulman, c'est ce qu'on vit. Le cas de la burqologue, c'est magnifique. On a même vu BFM TV où une fois il y a une femme, il y avait écrit francilienne
Et quand c'est passé à un musulman qui était un peu typé, il y avait écrit musulman. Ils font plus attention, ils n'en ont plus rien à foutre. Donc la chose que moi j'essaie d'exporter un peu, c'est sur cette convergence des luttes-là, il faut savoir que la loi El Khomri, parce que El Khomri, comme Malek Bouti, comme Najat Vallaud-Belkacem, etc., il faut toujours un arabe de service pour faire passer le racisme et l'islamophobie. Ça passe toujours plus de parler de la banlieue quand c'est Malek Bouti qui disent que les autres ne peuvent pas dire pour être taxés de racistes. Voilà, et il n'y a personne qui s'étonne, sauf les musulmans, sauf les personnes des quartiers qui se disent « Mais attends, mais pourquoi lui parle de ça? Qu'est-ce qu'il connaît ?» Donc moi, la chose que j'essaie de transmettre, c'est de vous dire que l'article 1 de la loi El Khomri, aujourd'hui, a retiré la discrimination religieuse. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que délégué du personnel, si une personne est discriminée pour sa religion, je ne peux plus rien faire. C'est plus considéré comme une discrimination au travail. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, tu vas chercher loin, comment ils peuvent nous discriminer religieusement ?» Bah, tout bêtement, le cas de la crèche Babilou, là où la femme met le voile du jour au lendemain, ça peut être un commercial. Demain, vous pouvez être ingénieur commercial, et du jour au lendemain, vous radicalisez, comme ils aiment bien dire, alors que ça se trouve que vous êtes simplement un hipster, et votre patron va vous dire « Mais moi, ta barbe, là, mes clients, ils n'aiment pas ça, en fait. Donc, tu es en train de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. » Donc il va écrire tout bêtement sur le papier, suite au fait de pratiquer sa religion, eh ben, il nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et je te dégage. Et c'est totalement autorisé maintenant avec la loi El Khomri. Donc les gens des quartiers populaires, les personnes racisées, les personnes qui pratiquent leur religion, les juifs, les bouddhistes et toutes les personnes vont devoir sortir de force maintenant. Parce qu'avec la loi El Khomri et l'article 1, vous êtes foutus. Demain, vous mettez un voile, vous vous laissez pousser la barbe, vous faites la prière, vous demandez votre vendredi ou n'importe, vous faites le ramadan, un patron va te dire, écoute, moi je trouve que pendant le ramadan, tu es trop fatigué, donc je te dégage. Parce que tu n'arrives pas à être carré, à être sérieuse au travail, donc je trouve que la fatigue de la faim t'empêche de travailler correctement, je te dégage. Et ça, c'est une réalité. C'est pas des chimères, c'est pas des choses fausses, c'est la réalité. Donc si les musulmans, demain, ils sont pas dans les prochaines manifestations, dans les prochaines lois, dans les prochaines grèves contre la loi travail, pour se mettre en face, pour dire nous aussi on est concernés de force, ça va être très grave. Donc elle est là, elle est importante, la convergence des luttes, et le travail, pour mémoire, c'est 23 millions de salariés. Le salariat, c'est 23 millions de personnes. Et derrière, toutes les familles qui découlent. Donc la personne des quartiers populaires qui pense que la loi travail, qui pense que les grèves, les manifs ne le concernent pas, il est taré. Il est taré, ça nous concerne tous. Donc il ne faut pas chercher blanc, noir, arabe, etc. Se dire c'est une histoire de manif de blanc, c'est une histoire de syndicalisme. Non. Derrière, il y a des syndicalistes qui se battent. Moi, dans mon établissement, la plupart des personnes, ils habitent à Sevran. C'est des Marocains, des Algériens. Moi, mon père, il fait partie du procès des Chibani de la SNCF. Je vous invite à...